Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, et à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde! Hello! On va reprendre cette bonne vieille habitude et commencer par les précos. D'accord, on y va. Final Girl. Ouais, toute la gamme de Final Girl, c'est-à-dire... Il y a combien de boîtes là? Le scénario, le premier pack où vous aviez le scénario et la coloc de l'horreur, la coloc de l'horreur. La coloc de l'horreur revient, le deuxième scénario revient, et le 3, 4, 5 sont en préco aussi. Donc, et c'est pour incessamment sous peu. Il me semble que c'est pour dans 2 semaines que tout revient d'un coup, et les 3 nouvelles extensions sont disponibles. Donc c'était sur Kickstarter, mais là, en version boutique, elles arrivent comme disponibles à 3, 4 et 5. Pas mal de bons retours, j'ai entendu là-dessus. Enfin, J'y ai joué. Pas du tout mon truc, mais... J'y ai joué, mais pas avec la coloc de l'horreur. J'ai joué le deuxième scénario, j'ai oublié le nom. Et en fait, ça m'a laissé un peu sur ma faim, même si c'est très bien, parce que là, on ne peut pas buter le méchant. On est obligé de s'en aller. C'est le poltergeist. Et donc, c'est un esprit. Donc, j'aurais préféré vraiment lui rentrer dedans. Et donc, je vais m'occuper des autres scénarios, du coup. Ouais, ça doit être propre à ce scénario-là en particulier. Oui, c'est ça, parce que dans l'autre, il fallait le tuer avant qu'il nous tue. Charcuter, quoi. Oui. C'était Hans le boucher, d'ailleurs. Porte bien son nom. Voilà. Et également Vengeance, le Roll and Fight, la version Roll and Fight. Ouais, c'est ça. Donc, Roll and Fight. Ouais, ce coup-ci, c'est Roll and Fight. Donc, j'en ai entendu beaucoup de bons retours. C'est du 1 à 6 joueurs, je crois, mais évidemment, comme dans tous ces jeux-là, c'est plus basé pour le solo. Et donc, on est dans la déclinaison de Vengeance, où il y avait déjà eu plusieurs jeux de cet opus-là. Donc, des très bons échos. Et c'est dans pour tout bientôt aussi. C'était un jeu avec extension, non? Pas plusieurs. Mais il y avait une extension, le clan Carcossy ou quelque chose comme ça, je pense, de mémoire. Oui. C'est tout? Je m'étais pas vraiment... C'est tout ce que tu as noté, en tout cas. Ok, KS? KS, tu as noté Tycoon India 1981. Ouais, et pas 1891. C'est 1981, tu as raison, c'est une faute de frappe. Donc c'est ça, c'est bien ça. C'est pas un 18, c'est pour ça que je voulais dire. C'est pas un 18, c'est clairement ça. Donc un jeu qu'on a eu l'occasion de tester cette semaine-ci. Ouais. Donc merci à Costin. Très bon jeu. J'en ai chié. J'ai pas encore fait de retour, tiens, j'oublie. Pendant 2 heures, j'ai souffert, mais vraiment souffert. Pendant au final... 1 heure, n'exagère pas. Tu as souffert pendant 1 heure, après tu t'es bien rattrapé. Ouais, au deuxième revenu, ça y est, j'étais arrivé. Ça t'a paru long. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un très bon jeu. Est-ce que j'ai envie d'y revenir? Ben moi, vu mon expérience, seulement j'avais raté mon début de partie. C'est inhérent à moi. Le jeu en lui-même est très bon. N'écoutez pas Cédric, le jeu est vraiment bien. Allez-y. Le jeu n'est pas... J'ai dit le jeu est très bon. Tout à fait. J'ai dit le jeu est très bon. Le jeu est très bon. Il arrive sur Kickstarter, donc nous, on est dessus. Non, il est sur Kickstarter pour le moment. Il est déjà sur Kickstarter. Ben, on est dessus, on va l'avoir en boutique. Hein. Donc, on attend juste de finaliser les transactions, mais les conditions semblent être bonnes et donc on l'aura. Et donc c'est un très bon jeu qui mérite d'être financé et d'avoir un beau succès pour cet auteur indien. Ouais. Surtout que ça vient de nulle part pour un auteur qui a fait bien quelques jeux apparemment, mais Inconnu au bataillon est apparemment pas en tout cas aussi lourd que Tycoon. Et moi j'étais surpris par certaines mécaniques qui étaient vraiment... Alors, en fait, tout est basé sur l'interaction. Il faut aimer l'interaction, hein, parce que il n'y a que de l'interaction. Même si c'est pas frontal. Hein. C'est pas frontal et bien souvent même positive. Ouais. Et alors, les choix sont difficiles parce qu'à chaque choix entraîne une conséquence pour les autres. Et bien souvent, c'est positif pour les autres aussi. Donc il faut, un petit peu comme dans les enchères, d'ailleurs, il y a des enchères dedans, hein, faire attention à ce qu'on fait, pour savoir à quel point ça nous profite et en même temps que ça ne profite pas trop aux autres éventuellement. Si vous êtes un habitué du groupe Facebook Les Pousseurs de Cubes en Bois, vous allez bientôt voir la review de mon ami Laurent qui va... il faut que je fasse ça. Qui va nous faire... J'étais super occupé et ici, demain je vais essayer de prendre du temps pour faire ça. Mais oui, en tout cas, allez-y. Le jeu le méritait. C'est pas un jeu comme qu'on croise... non, effectivement. Souvent, en tout cas. Il est suffisamment original. C'est vraiment cette interaction qui fait sa différence, parce que finalement les mécaniques sont classiques, mais elles ont souvent ce petit twist et le rassemblage est original. En tout cas, c'est tendu. Comme on aime. Ah, je confirme. Hein. Oh là là. Comme on aime. Oh, qu'est-ce que j'ai souffert. Ouais, si on aime les jeux économiques, il faut y aller. Allez, c'est parti. En plus, la version de luxe avec les petits poker chips, ça a l'air sympa quand même. Oui, que j'ai pas encore été voir, il paraît qu'ils sont tombés par terre. C'est quand même sympa, il y a une belle boîte quand même. Et honnêtement, le prix est vraiment plus que correct. Oui, parce qu'il y a Après, il y aura évidemment douane et TVA et frais de port.
ça vient d'Inde, mais par contre, honnêtement, quand on voit... Pas sûr, parce que l'auteur cherche des fulfillments par ici et a déjà des contacts. Et à mon avis... de toute façon, il y a toujours TVA. Ouais, donc, après, il faut voir le shipping s'il n'est pas trop cher. Mais en tout cas, le bas, je ne sais plus, c'est pas 75 $ la Deluxe. C'est pas si cher, effectivement, non, ça m'a semblé être. Quand tu vois le prix des jeux actuellement, honnêtement. Soit. Allez, c'est parti. On y va. Catan, à l'aube de l'humanité. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Feu Klaus Teuber. Il est crédité ici avec Benjamin Teuber, frère, fils. Je sais peut-être. On est dans l'univers de Catan, évidemment. On est dans un jeu totalement standalone. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer dans la gamme qui a déjà été faite. C'est toujours du 3 à 4 joueurs, donc c'est assumé. C'est du 12+, sur des parties de 90 minutes. Donc, au moins... Ils n'ont pas commencé, comme ils ont déjà fait avec les autres Catan, à essayer de développer un mode de joueur qui aurait été totalement bancal. C'est assuré. Assumé. Oh, aujourd'hui, je vais... C'est la chaleur. Ouais. Donc, vous allez développer votre tribu et partez explorer de nouveaux continents afin de cueillir des fruits jusqu'alors inconnus et chasser de gros animaux. Mais les défis à surmonter seront nombreux. Smilodon, homme de Néandertal, et tribus rivales d'Homo sapiens vous guettent et vont vouloir s'emparer de vos précieuses ressources et vous disputer les territoires. C'est du Catan tout craché. Ouais. Un opus de plus. Ça reste du Catan, je pense. Et apparemment, une relève dans la famille Teuber sur la licence Catan. Ah bah ça, je vais regarder parce que j'avais pas fait attention à ça. Mais moi, quand j'ai regardé les crédits sur BGG, je ne suis pas tombé sur Monsieur Benjamin, mais il est écrit sur la boîte. Donc... Ouais. On va investiguer ça. Silicon Valley. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Scott Alms. Oui, au pinceau. Et au pinceau, Kerry Aitken, que je ne connais pas du tout. Qui apparemment a fait Hibashi, Gardens, Boomerang et d'autres trucs. Une patte graphique bien à lui. Scott Alms. Vas-y, ici, disons, monsieur très... Almanac, tout ce qui est Tiny. Voilà. Plus récemment, d'orgie de blé. Voilà. Un bon bûcher. J'ai toujours ce petit problème avec Scott Alms, même quand il fait des jeux qui pourraient me plaire. J'ai toujours un petit goût de trop peu avec. Généralement, j'aime bien, ça reste gentil, mais j'aime bien ce qu'il fait, moi. Donc, il était sur Kickstarter, ce jeu-là. Il a même très très bien fonctionné sur Kickstarter. Ici, on est sur des versions totalement retail qui sont amenées chez nous par Grail Games. Rien à voir. C'est l'éditeur d'origine, je pense, Grail Games. Oui, mais je me demande si c'est pas Matago qui le tire en français ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est... à la base, déjà dans le KS, je pense qu'il y avait déjà une VOVF, une édition bilingue, non? Je ne me rappelle plus exactement. Écoute, moi, peut-être, mais il me semble que c'était comme ça. Je pense que c'était déjà dispo en Kickstarter en français. Je ne sais pas, parce que j'avais regardé à l'époque, et ou bien ils ne m'ont pas répondu, ou bien les conditions n'étaient pas bonnes, ou il n'y avait pas de VF, ou je ne sais plus pourquoi. VF, je pense qu'il y avait. Donc. Mais maintenant, c'est plus largement disponible, probablement. Hein. Oui, donc de toute façon, c'est la version retail. Donc vous allez devoir faire prospérer votre start-up en achetant des polyomino qui sont des composants de votre que vous allez devoir des bouts de code. Oui, c'est ça que vous allez devoir valoriser. Donc ouais, ça fait penser un petit peu à comment s'appelle ce jeu avec les petites pièces, les petits Tetris. Projet L, voilà. Ça fait penser un petit peu à ça. Là, c'est des contrats, mais c'est un peu le même principe, en fait. Oui. Il faut, avec les bouts de code qu'on peut récupérer de différentes manières, notamment en engageant du personnel, il faut recréer exactement les mêmes formes qu'il y a sur ces cartes. Donc, ça fait penser un petit peu à ça. Oui, c'est ça. Projet L, c'était quand même nettement plus familial. Ici, j'ai l'impression que je parle le principe avec des formes, reproduire une forme telle que demandée par une carte ou une tuile, en l'occurrence. Ben moi, il m'a donné envie d'y aller, clairement. Déjà, le KS, j'avais déjà fortement hésité à y aller. Pourquoi j'y ai pas été, je ne sais plus, je me rappelle plus. Quand on devient vieux, on perd la boule. Donc voilà. Donc Silicon Valley est arrivé. Les jeux de Polyominoes actuellement, c'est en vogue. Hein. Quand tu vois tout ce qui sort, le nouveau Direwolf, Paul Dennen, auteur de Clank et de Dune, qui a sorti Wild Wild West, qui est aussi un jeu de Polyominoes. Il y a World Wonders qui va bien fonctionner, je pense, chez Arcane Wonders, qui est aussi par l'auteur de brésilien, qui est aussi un jeu qui a bien buzzé à Gen Con et qui va faire un carton certainement à SN. Donc on est vraiment dans ce mood-là apparemment. Okay. Et Silicon Valley est un petit peu à l'avance, on va dire. Bon, enfin, lui, il est arrivé sur Kickstarter début de l'année passée. Oui, il y a déjà un bon bout de temps. Un truc comme ça.
même si pas avant. On a reçu une vague d'Exit. Donc les Exit, qui est-ce qui nous a fait ça? Le fameux duo. Ouais, c'est le duo, le couple. Les excellents, je dirais même, ouais. Inka et Marcus Brandt. Très très prolifique, les auteurs entre autres du très bon Raja of the Gange, entre autres, hein, bien entendu. Parce que Descendance. Pléthore. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 2 Exit au niveau confirmé, le bandit de Fortune City, le retour à la cabane abandonnée. C'est des exits classiques, on va dire. Exit classique. Un Exit Kit, premier du nom. La jungle aux énigmes, rejouable à l'infini. Ce premier, je pense qu'il est rejouable. Parce que d'habitude, quand on a fini les exits, autant les unlocks, on peut les passer. Généralement, les exits, il y a destruction de matériel. On déchire, on jette à la poubelle. Oui. Tandis que celui-là, il est entièrement renouvelable à l'infini. Donc, c'est bien entendu pour les enfants. Ah bah c'est marrant, j'étais persuadé que ça existait déjà. Exit Kit. C'est des unlock kits. Oui, unlock kits, ça je savais. Mais même Exit, je pensais que ça existait comme quoi. C'est presque étonnant qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. En tout cas, s'il existe, ça veut dire qu'il est passé sous mon radar. Bon, bien entendu, en version localisée française, peut-être qu'on est en retard d'un train. Non, mais je dis, même dans l'absolu, c'est même étonnant qu'il sorte aussi tard, parce qu'Exit a déjà quelques années au compteur. Oui. C'est presque étonnant qu'il sorte une version un peu allégée. C'est bien. Pourquoi? On a aussi le calendrier de l'Avent qui est arrivé. On en a reçu suffisamment. J'en ai reçu pas mal. Ça commence déjà à partir pas mal. Rappelez-vous l'année passée où ça avait été une véritable razzia. Il ne faut pas traîner. Oui, et donc là, de toute façon, Yellow a bien retenu la leçon et en a fait... Et en plus. Mais les commandes ont été plus donc je ne suis pas sûr que Yellow en a encore beaucoup. Donc le calendrier de l'Avent, Exit, donc chaque jour vous allez avoir une petite énigme pendant 24 jours, c'est un calendrier de l'Avent. Ne traînez pas. Ouais. Voilà, hein, donc à l'instar de Pokémon la semaine passée, nous avons le calendrier de l'Avent Exit qui est arrivé. On est chez Uno. Uno Flex. Un exemplaire en plus de Uno, je sais bien qu'il y a un truc avec des cartes qui se retournent. J'ai très bien préparé cette émission, très bien. J'ai eu 0 temps. D'accord. Voilà. Moi, je n'ai pas regardé, mais Uno, je ne me rappelle même pas l'avoir vu sur la liste. Ah, ok. Surprise. Je fais des fins. À mon avis, c'est ça. Je fais des en même temps, est-ce que Uno est vraiment une surprise? Alors, je te confirme que tu ne me l'as pas noté. Non, mais parce que Unoflex, il est resté bloqué 3 semaines chez mes amis de DPD. Ouais, c'est pas le seul, il était en compagnie, notamment celui que tu as en main. Et donc, bien entendu, là, Yellow a pris les devants parce qu'ils sont très réactifs, a dit ok, on va attendre que DPD. Non, hein, ils m'ont renvoyé la commande et donc, bien entendu, DPD m'a livré le même jour. Évidemment, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est une logique implacable. Voilà. Et donc, on a reçu Inside Job. Donc, enfin. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Inside Job, il s'agit de Tanner Simmons et Marek Blaha. J'ai pris un peu de temps parce que tu ne l'as pas mis dans le même ordre que d'habitude. Ah, ok, je suis désolé. Okay. C'est vraiment... Oui, il n'a vraiment rien préparé, en fait. Voilà. Celui-là, je peux vous en parler parce que je l'ai joué. Et d'ailleurs, ceux qui y arrivent, je peux vous en parler, j'ai joué. Oh, incroyable. Donc, Inside Job, tout le monde dit que c'est un The Crew croisé avec un Secret Hitler. Eh bien, c'est vrai. Voilà. C'est tout simplement un jeu de pli coopératif à la The Crew avec des missions à réaliser avec un traître. Voilà. Et donc, vous allez essayer de devoir... vous devinez qui est le traître, et lui va essayer de faire un certain nombre de plis, parce que si il parvient à faire 6 plis, à gagner 6 mallettes, il aura gagné la partie. Donc si jamais vous n'arrivez pas à avoir une condition de victoire à la fin de la partie, eh bien vous allez devoir voter pour essayer de savoir qui est le traître. Je l'ai testé au BGF, je l'ai testé à 3, donc c'est de 3 à 5 joueurs, malgré qu'il y ait une variante pour 2 joueurs dedans. Ouais. Il nous l'a expliqué. Quand il me l'a expliqué, j'ai regardé en disant il ne fallait pas user du papier. Hein. On l'a testé à 3 à 3. J'ai trouvé ça pas bon. Non, ouais. Vraiment. Pareil qu'il faut 4 joueurs. Ouais, 4 joueurs, 5 minutes. Par contre, le jeu est très bon. Franchement, il a un potentiel et j'ai très hâte de le jouer à 4, voire à 5. Quoi. Donc, il y a ce twist de... C'est un must-follow, comment on appelle ça. Donc c'est un jeu où il faut suivre la couleur qui a été jouée par le leader. Oui, sauf le traître. Sauf le traître. Ouais. Le traître, lui, n'est pas obligé de suivre, mais évidemment, il faut pas... S'il ne suit pas, il doit faire gaffe, parce que s'il joue la couleur un peu plus tard, il se fait démasquer automatiquement. C'est ça. Moi, c'est vraiment ça le twist du jeu qui fait sa particularité. Je suis impatient de le tester. Et une petite anecdote, je l'ai joué avec Isaline, Isaline est l'animateur de Yellow, donc on l'a joué à 3. Isaline n'a juste rien compris au jeu. L'animateur de Yellow, qui était le traître, n'a pas arrêté de charger Isaline parce que n'importe comment.
Mais donc, étant donné que c'est ma fille, je sais qu'elle n'a rien compris. Tu savais que c'était lui. J'avais capté direct que c'était lui le traître. Donc voilà. Non, je pense qu'ils sont Et vraiment comme d'habitude, dans tous les jeux où il y a un traître, je ne suis jamais le traître. Non? Ah bon? Ah bon? C'est bon à savoir, je note. Voilà, donc tu verras, va, ne me ok. suspecte jamais dans ces D'accord, jeux-là. ok. D'autant plus que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un The Crew couplé à Résistance. Je suis nettement Oui. la team Résistance comparée à Secret Hitler. Coup, résistance, ce genre de choses. Ouais. Oui, c'est les mêmes jeux de toute façon. On passe dans Garde le meilleur pour la fin. on passe dans la partie gamer. Mais je vais te faire plaisir, je vais te laisser toute une tribune pour défaire ça. Non, justement, je ne vais rien dire. Ça reste une vidéo commerciale quand même. Il y a des limites quand même. Allez, parlons d'Atiwa, c'est très bien. Ah, tu vois, donc qui est-ce qui nous a fait ça? Uwe Rosenberg, bien sûr. Monsieur C'était la Uwe. sortie SN de l'année dernière. C'est ça, et donc il vient d'arriver en français au pinceau, tout ce que l'Allemagne nous fait de bien. Andy Eckerton, Voilà. qui nous a fait Gingerbread House. Alors, généralement, c'est assez moche. Moi, j'aime bien les jeux allemands, donc ça me choque moins. Mais celui-ci, ça va encore, je trouve. Au niveau Ouais, graphique. parce qu'il est plus vert que brun, quoi. Voilà, c'est ça. C'est En ça. général, il- c'est l'un ou l'autre. Hein. Celui-ci, c'est parti vert. Par contre, la couverture. La boîte. La boîte, non. Non. Quand tu vois. En plus, le code fait des belles choses. Quand tu vois la sortie ici, SN de cette année, Forest, je sais plus quoi là. Elle est plutôt mignonne aussi dans les vertes. Aussi, Ok. un thème nature. J'ai pas encore tout regardé. Celle-là, elle est moche. J'ai pas encore regardé toutes les sorties, quoi. Quand tu vois cette boîte, tu passes devant, tu vois pas Rosenberg. Tu dis, mon Dieu. Ça aurait pu être un Friedman Freeze. Ah, exactement. Avec un Nachal Disco commande. Exactement. Il serait appelé Fatiwa, que ça aurait été bien. Fatiwa. C'est ça. Ça aurait pas été au Ghana, ça aurait été plus dans C'est ça, ça aurait été un peu en Afrique voilà. du Nord. Exactement. Voilà. Donc, dans ce jeu de placement d'ouvriers, Uwe Rosenberg, pardon, fait des placements d'ouvriers. Eh bien oui, Atiwa est un placement Bah, d'ouvriers. il a fait beaucoup quand même. Hein. Beaucoup de placements d'ouvriers. Bah, justement, c'est ça que je ok. dis. Ah, il en a fait. Évidemment, il en a fait. C'est un peu son fond de Tous commerce. ces gros jeux, c'est que des placements d'ouvriers. Bah, c'est ça. Quelquefois un petit twist, mais. Voilà. Et donc ici, vous allez devoir, je sais même plus, parce qu'on l'a joué il y a quand même plusieurs mois, donc vous allez donc vous placer, placement d'ouvriers pour faire certaines actions, évidemment développer des fermes et tout, pour accueillir un maximum de chauves-souris. D'un côté, engine building. Oui, c'est ça. Alors, le jeu en lui-même est très bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais qu'est-ce qui m'a fatigué dans les manipulations? On a des chauves-souris qu'on va devoir déplacer sur un petit plateau pour faire le scoring intermédiaire. Une fois que le scoring est intermédiaire, on va les déplacer du petit plateau pour les remettre. Ah, ça, c'est pas- j'ai fait que ça. C'est pas spécialement ça qui m'a dérangé. Moi, c'est plutôt le fait que je me suis dit, à la fin de la partie, je me suis dit, ok, si j'y rejoue, qu'est-ce que je vais faire de plus et de différent par rapport à ce que j'ai fait? Rien. C'est le problème que j'ai eu avec. Après, il a quand même bonne presse. Hein. Oui, j'ai bien aimé. C'est vraiment ces manipulations que j'ai trouvées. Ouais. J'ai bien aimé ma partie, mais Et- si je rejoue plus jamais. Et c'est ce qui me dérange dans Terraforming Mars aussi. C'est tout le temps Entre prendre des autres. cubes, mettre des cubes, remettre des cubes, prendre des cubes. Et ça, ces Ouais. chauves-souris, on n'avait qu'à les laisser sur le plateau, arrêter de les bouger. Enfin, voilà. Donc, Ça fait partie du gameplay en même temps. c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être un peu pénible. Parce qu'il y en a beaucoup. À un certain moment, à la fin, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais, parce que quand vous devez déplacer, ça n'a l'air de rien en fait. Mais quand vous déplacez pendant 1h30, 20 à 30 chauves-souris, tous les tours, à un moment donné, Monsieur Rosenberg, s'il vous plaît. Pas 50 tours non plus, mais enfin. Je vois ce que tu veux dire. Heureusement. Voilà. Merci à vous. Cette vidéo est terminée. En tout cas, elle est terminée pour moi. Là, à partir de maintenant, je ne dis plus rien. Je coupe Mais je n'en pense pas moins. le micro de mon ami Laurent. Voilà. Je vais vous parler seul de Lacrimosa. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Gérard Je ne sais pas. Asensi, Ferran Renalias. C'est un jeu de la gamme Yellow Expert. C'est surtout le développeur qu'ils auraient dû mettre en devant parce que ça doit être un fantôme. Il était en VO chez Devir Games. On l'avait ramené plus ou moins des scènes. Ça avait très bien fonctionné. Allez, l'édition, comme tout souvent, il faut reconnaître chez Devir, l'édition est belle. Oui. La couverture intrigue et je trouve ça assez joli et intriguant. On va essayer d'en dire tout le bien qu'on peut. 1 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes. Mais- Et donc, je vais quand même dire encore une fois, si vous nous suivez, il radote en plus, hein, il n'arrête pas de bégayer, il radote. C'est une de mes expériences les plus extraplanétaires que j'ai eues dans ma vie. Donc à Essen, on arrive, on prend rendez-vous évidemment parce que ce jeu était tellement pris d'assaut, on prend rendez-vous pour l'essayer. On s'assied donc à 4. L'animatrice arrive
nous salue, nous dit Mozart est mort, jouez. C'est un yellow expert, on est bien d'accord. Et là, on la regarde. Ça raccord à ce que dit Jurfer. Et là, on la regarde et elle était totalement sérieuse. Hein. Donc, il a fallu qu'on joue. Et donc, on faisait des actions. Donc, on fait une action. Il nous fait ah ben ça, on peut pas faire. Bah, il fallait peut-être nous expliquer le jeu. On a pété un câble tous. En plus, on était à côté du stand de Blue Orange qui faisait Discover. Je pense qu'ils avaient mis la musique à fond. Ouais. C'était terrible. C'était lunaire. Vraiment lunaire. Donc, le jeu en lui-même m'a fait beaucoup penser à Newton, par exemple. Me fait beaucoup penser. Alors, avant que mon ami le détruise complètement, j'ai trouvé la mécanique fort sympa. Maintenant, il nous arrive souvent, voire tout le temps, de tomber sur le truc qui n'est pas à faire et qui ne fonctionne pas dans le jeu. Et donc, ici, dans une partie totalement atypique qui ne se reproduira peut-être plus jamais, on avait tué un pan du jeu complet, ce qui fait qu'on avait des actions qui ne servaient à rien à la fin de la partie. Ou voire au milieu de la partie. Entre autres. Alors, en lui-même, c'est assez plaisant. Voilà. Ça n'engage que toi. Voilà. Je sais bien que tu as pété un solide câble sur ce jeu. Non, mais quand tu vois de tels... Enfin, et je ne comprends pas parce que je me sens un peu seul. Alors peut-être que personne n'a eu la partie qu'on a fait. Maintenant, on n'a pas fait des choses... On a quand même un petit peu d'expérience dans le jeu. Hein. On a quand même touché à 2-3 petites choses. Quand même. On sait un petit peu ce qu'on fait. On s'est retrouvé dans un truc où... C'est un cas de figure totalement particulier. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. S'il y a un développement correct, c'est ça que je dis, pour moi, ce jeu, il y a eu 0 développement. Et c'est le problème de Devir bien souvent. C'est le développement. Ils font de superbes éditions. Il y a franchement les plateaux double couche, le truc, rien à dire. Oui. Mais alors, pour le reste, celui-ci particulièrement. Pour vous expliquer un peu, donc il y a différentes sections du jeu. Et en fait, il y a une mécanique assez géniale, c'est que vous avez des cartes avec des actions en haut, des actions en bas. Et donc, vous allez sélectionner 2 cartes, en mettre sur le haut et sur le bas. Et donc, il y en a, pour finir le bas, ce sera plus des ressources que ça vous apportera. Et sur le haut, une action, je pense. Mais vous allez perdre certaines cartes, donc vous allez devoir en racheter. Et donc, il y a une rivière de cartes, vous allez devoir faire une action pour sélectionner des cartes. Le cœur du jeu, où il y a des points de victoire, c'est un système majoritaire dans le bas du jeu, qui est plus la partition. Et en fait, évidemment, vous allez devoir vous placer et essayer d'être majoritaire. Et dans une partie totalement atypique, comme on a eu, donc moi, en première action, il n'y avait que 2 places sur un emplacement. Vous aviez la possibilité de mettre un de vos jetons et un jeton neutre, donc j'ai déjà pris tout l'emplacement. Les autres, voyant ça, se sont un peu rués dessus. Comme les autres se ruaient dessus, les places devenaient de plus en plus rares. C'est des points de victoire, donc il a fallu aller dessus. Et donc on a fracassé quasiment... On a détruit le jeu. On a détruit le jeu, on y a été, mais parce qu'on ne voulait pas se laisser faire par les autres et pour essayer de marquer des points de victoire. Et en fait, le jeu est peut-être un peu plus smooth que ce rush sur cette partition, ce qui fait que les actions pour se rendre sur cette partition ne servaient plus à rien puisqu'il n'y avait plus de place. Donc il y a tout un pan du jeu qu'on n'utilisait pas. Est-ce qu'on a bien joué? Non, absolument pas. Mais ça a débouché sur ce genre de ressenti. Moi, j'aime bien les jeux qui ont une certaine fragilité, qui laissent une place à l'improvisation, à faire des choses qui ne sont pas nécessairement prévues. Mais il ne faut pas qu'on aille dans un mur non plus. Ici, c'est vraiment un mur. Dans un jeu comme ça qui est normalement calculé, ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver. Pour moi, il y a un énorme problème de développement. C'est un jeu qui n'aurait jamais dû sortir en l'état. Mais en plus de ça, personnellement, ça partait déjà mal, parce qu'avant de déboucher sur ce problème-là, c'est que c'est un jeu où, à la manière d'un deck building, on pioche des cartes d'un deck, et ce sont, je ne sais plus, 4-5 cartes, et ce sont les cartes que l'on peut jouer. Il y a des doublons. Moi, je me suis retrouvé, je pense que c'est 5 cartes, quelque chose comme ça. Je me suis retrouvé avec 2 doublons. Oui. 2 doublons, donc au lieu d'avoir 5 possibilités d'action, j'en avais déjà plus que 3. Ouais. Vous allez dire, ça fait partie du jeu, moi ça me dérange. Déjà, un jeu où c'est le jeu simplement sur une pioche, pour un jeu de ce calibre-là, un Eurogame, qui est basé, où on base ses actions sur une pioche, ça me dérange franchement. Mais en plus, quand on peut avoir des doublons, et qui réduit encore, alors que ça tombe mes adversaires avec toutes des actions, avec tout le panel d'actions à leur disposition, simplement parce qu'ils ont pioché les bonnes cartes, moi c'est pas possible. Pire, c'est quand vous voyez que votre voisin, il y a vraiment la chose à faire sur le plateau. Le plateau, ça clignote. Il y a des grands trucs, des grands feux qui clignotent, qui disent « Fais ça, ça va te rapporter une blinde de points. »
Ben non, j'ai pas les cartes pour le faire. C'est Et je regarde mon voisin de droite, et c'est arrivé plusieurs fois, hein, deux ou trois tours, je regardais mon voisin de gauche, mon voisin de gauche, ben oui, moi je pouvais pas la faire, lui la faisait. Il me regardait avec un petit sourire. c'est exactement ça qui s'est passé, donc même au niveau du voyage, du déplacement. Et donc vous aviez un pouvoir de déplacement, et donc il y avait effectivement quelque chose d'assez puissant. Et il y en avait un de nous qui savait y aller parce qu'il avait la bonne carte dans les déplacements. Maintenant, c'est les fragilités du jeu. Au niveau du gameplay, j'ai trouvé ça fort plaisant. Est-ce qu'il a intégré ma ludothèque? Non. Mais voilà. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que je suis un des seuls à avoir cette... Non, parce que je partage ton avis. Oui, mais je connais plein et des gros joueurs Qui l'apprécient. et je ne comprends pas. Alors je me suis fait une raison, je dois être borné, je dois avoir un sacré souci. C'est vrai que je n'ai pas nécessairement toujours des goûts raccords avec tout le monde, mais là, ce n'est pas une question de goût, c'est quelque chose de tout à fait objectif. Alors, je ne comprends pas. Ce qu'il faut savoir aussi, donc ça, je pense que vous le savez, je ne vais rien vous apprendre là-dessus. Je pense qu'un jeu, est-ce qu'il est bien ou pas bien, c'est à peu près 50% de son potentiel, le développement qu'il a eu. Après, exactement. Le reste, c'est les gens qui sont autour de la table, votre état de fatigue, votre humeur du moment, si vous êtes bien, pas bien. Et tout ça, ça joue. On était entre nous, donc des joueurs qu'on avait l'habitude de jouer, donc ça, on peut mettre ça de côté. Donc c'était pas de la mauvaise compagnie. Non. Ou alors tu ne jouerais déjà plus avec moi depuis très longtemps. C'est juste peut-être un état de fatigue qui a fait que, en plus, et la situation du jeu qui a été totalement particulière, qui a fait ce genre de choses. Maintenant, si cette situation s'est produite, elle risque de se reproduire. Je suis d'accord avec toi, mais le système d'action, là, c'est plus... Je suis en dehors d'arriver à ce scénario-là, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés dans ce scénario-là, qui ont joué différemment, qui n'ont pas bourriné comme on a pu le faire, même si pour moi, ça peut arriver relativement facilement, ce genre de choses. Ce n'est pas un cas vraiment particulier, c'est que ça peut arriver régulièrement. Mais ce système d'action, dans un Eurogame de 2 bonnes heures, je ne comprends pas. À l'heure actuelle, je ne comprends pas. Voilà. Cette dose de hasard dans une pioche de cartes pour pouvoir faire des actions, alors qu'il y a des actions, et surtout que c'est pas balancé justement par des actions assez évidentes sur le plateau à faire. On dit ouais, mais tu peux faire plutôt ça. Mais oui, mais l'autre, ça me rapporte beaucoup plus. Et la seule chose pour laquelle je ne peux pas la faire, c'est pas que je ne la vois pas, c'est pas que j'ai pas les ressources pour ne pas la faire, c'est que le jeu m'a dit non, tu ne le fais pas, tu fais cette action-là à la place. C'est insupportable. Voilà. J'ai aussi un problème avec le hasard. Il y a des gens que ça dérange très fortement. Moi, alors là, j'ai eu la discussion quand j'ai testé Pest ici, il y a quelques jours. Où, pour la petite histoire, il y a une petite erreur, c'est que toutes les cartes objectifs, comme la personne qui l'a expliqué, Thibaut, les révélait une par une au fur et à mesure qu'on avançait. Moi, j'ai pété une durite parce qu'à la fin, on te révélait une carte et il y en a certains qui avaient tout fait. Oui, ben oui. Moi, j'ai dit, là, le jeu, c'est le même principe qu'ici. C'est ce jeu, non. C'est pas possible que ce genre de choses puisse passer s'il y a un développeur sérieux qui se penche dessus. En regardant dans la règle, en effet, on les révèle tous dès le départ. Ce qui fait sens. Donc le jeu, mais c'est un peu le même principe. C'est des choses c'est un manque flagrant de développement de jeu. Et chez Devir, malheureusement, je pense que c'est leur grosse faiblesse, c'est qu'ils ont beaucoup de bonne volonté, ils font très bonnes choses, mais ils n'ont pas de développement et ils ont, je ne sais pas qui ils engagent pour faire les bouclettes, les livrets de règles, mais c'est catastrophique. On a aussi un cas de figure totalement particulier avec Bambou, qui est aussi un Devir, où on a commencé tous les deux avec la même ressource qu'on devait essayer d'avoir sur des cartes et qu'on a eu que le hasard est très mal géré. Et c'est ça que je disais. Moi, le hasard dans un jeu ne me gêne pas si il est, thématique et qui n'entraîne pas une différence au niveau du résultat. Je te donne un exemple. Une rivière de cartes où il y a des pouvoirs. Tu vois, tu as une rivière de cartes, tu le prends dans la carte, tu l'améliores, tu vas t'en servir pendant la partie, tu tombes sur celle que tu voulais ou celle qui est la meilleure du jeu, s'il y a des déséquilibres dans le jeu, ça ne me choque pas. Par contre, je pense, prenons Tekken qui est un superbe exemple, tu as une rivière de cartes, tu as du scoring dedans. Même chose j'ai eu il n'y a pas longtemps avec Nightmare Cathedral, où simplement tu pioches la carte, où elle apparaît dans la rivière, la carte exactement qui correspond à ta situation au moment où il faut. Tu la prends, tu marques, voilà, Tekken, tu marquais 80 points d'un coup, je ne sais plus, enfin, un score débile, ça peut pas arriver. Je suis un peu plus pondéré sur Tekken parce que effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait des cartes ultra puissantes, que quelqu'un, dans la partie de Tekken que j'ai fait, que quelqu'un a joué, je l'ai quand même coupé en deux, malgré tout, malgré qu'il a fait énormément de points sur ces cartes.
Donc, Moi, j'ai vu, et notamment le GA, j'ai vu une partie où c'était stupide. Hein. Vraiment quasi dernier tour, l'avant-dernier tour, hop, je sais plus combien, blinde de points. Hein. Stupide. Ça doit pas arriver. Mais Board and Dice, ça va peut-être un petit peu mieux maintenant parce que je l'ai moins marqué dans les dernières. Mais c'est le même principe. Hein. Comme quoi, quelquefois, on ignore, mais le développement d'un jeu est tellement important. Tellement important parce que c'est ce qui fait un bon jeu. Tu peux avoir de superbes idées, une superbe mise comment je vais dire, en réalisation. Mais il y a certaines petites choses qui ne sont pas grand-chose, hein, des grains de sable qui descendent complètement le jeu. Et surtout quand c'est des jeux comme ça, des jeux d'une certaine durée, des jeux d'une certaine profondeur, tu dois faire particulièrement attention. Plus le jeu est long, plus tu dois faire attention. Notamment l'implémentation du hasard. Le hasard, qu'il y ait du hasard n'est pas un problème. Mais il faut qu'il soit vraiment, plus le jeu est long, plus le jeu est compliqué, plus il doit être étudié. je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on peut rentrer dans un autre débat là-dessus, à savoir que qu'est-ce que touchent les auteurs sur un jeu, surtout quand on va dans une gamme expert, bien, les ventes, ça ne devient pas des Splendor ou tout ça, donc les ventes sont de plus en plus réduites parce qu'on va de plus en plus nicher. Donc au final, ces auteurs ne touchent pas grand-chose. Alors est-ce qu'ils ont envie d'insister des années à mettre leur vie entre parenthèses en disant, à être dans tous les festivals et tout ça? C'est plus le travail de l'auteur justement. Moi je pense d'ailleurs que, et c'est la même chose, j'ai déjà eu ce débat pour l'écriture des règles, pour moi l'auteur ne doit pas écrire les règles de son jeu. Il doit juste vendre de la mécanique et le développement, il doit participer évidemment, il doit être là, mais c'est pas à lui de le faire. Déjà, c'est un métier. Et deuxièmement, l'auteur, il est dans le truc, c'est lui qui a imaginé. Et même chose pour écrire les règles, il y a des choses qui lui semblent évidentes, auxquelles il va passer au-dessus. C'est la même chose dans le jeu. Je suis entièrement d'accord. C'est justement une autre personne qui... Au plus il connaît son jeu, au plus il va prendre des raccourcis qui sont totalement évidents, qu'un profane va arriver en disant... Il va le voir tout de suite, il va voir tout de suite le problème. Il va tout de suite... Ouais. C'est tellement logique. Mais c'est tellement important. Et c'est souvent, à l'heure actuelle, vu la concurrence et les difficultés du marché, un jeu, quand il arrive, il faut le sortir le plus vite possible. Et on arrive avec des jeux qui avaient plein de promesses et qui, à cause de problèmes de développement, prenons Autobahn, un bel exemple, c'est exactement ça qui s'est passé. Il y a plein de bonnes idées, etc. Il fallait quelqu'un qui coupe, qui élude, qui affine, et il n'y a pas eu. Ou vous vous appelez Monsieur Rosenberg, ou vous avez eu la pression sur Agricola, et vous vous dites « Non, j'ai pas fini mon travail », et vous sortez un Caverna quelques années après. Après, il y a des auteurs qui poncent leur jeu et qui le testent pendant 3, 4, 5 ans. Et donc forcément, quand il arrive chez l'éditeur, il y a moins peut-être besoin de ce travail de développement, parce qu'il a fait ses dents, comme on dit. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est là, pour moi, la plus-value de l'éditeur, en dehors de rajouter éventuellement ou de changer un thème, qui soit peut-être plus raccord. En dehors de faire une belle édition, peser le pour et le contre entre le coût et la qualité de l'édition, le livret de règles, parce que ça aussi il faut l'écrire correctement. Mais vraiment la plus grosse plus-value pour moi c'est le développement. Mais ça coûte cher parce que ça prend du temps. Et donc les éditeurs, là où ils doivent raboter, c'est là-dessus qu'ils vont raboter actuellement. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeux qui auraient pu être de grands jeux et qui sont finalement qu'au mieux de bons jeux. Et c'est tellement dommage. Là, c'est autre chose. Là, c'est un mauvais jeu. Faites-vous votre avis. On avait dit qu'on ne digressait pas. On a parlé un quart d'heure de la clim. Et donc, pour mon ami Laurent... C'est le genre de truc, ça m'énerve tellement que... Pour mon ami Laurent, il est juste bon à allumer un barbecue. Caler une porte, c'est bien aussi. Moi, je dis, faites-vous votre avis, parce que j'ai trouvé le jeu pas déplaisant. Mais il n'est pas dans ma liste. Et je tiens à dire quand même que, même si je ne comprends pas, je suis le seul à être aussi... remonter virulent sur ce jeu. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient et je connais des joueurs et que je croirais sur parole sur leur goût qui l'apprécient beaucoup. Oui. Je ne comprends pas. Mais c'est le cas. Les mystères. Des fois, je pense que Feu d'Homme n'est pas un jeu pour moi et pourtant je l'admire. Oui, ça c'est encore autre chose. Je l'admire très fort. Allez, on va avancer parce qu'il n'y avait rien et on va faire une émission d'1 heure. Quelle bande de pipelettes. Incroyable. J'ai rentré des token holders, c'est-à-dire que c'est à la taille d'un jeu de cartes, mais vous pouvez mettre vos jetons, tout ça, ça coûte 3 €, et donc vous pouvez mettre ça dans vos boîtes de jeu. Et ça au moins, ça rentre dans les boîtes, parce que la plupart des autres, c'est beaucoup trop épais, et donc on ne peut plus fermer la boîte ici, ça peut rentrer facilement. J'en ai pris quelques-uns. Je vais vous parler de ça. Parenthèse, les nouveautés c'est fini, pour tous ceux que ça n'intéresse pas. Merci, à la semaine prochaine. Jean Blue Ludique
c'est pour l'anniversaire de Ludic Corner. Jean Blou Ludique, c'est quoi? C'est un festival de jeux de société calqué sur le principe que Thierry Seyss, le patron de Sajou Jet, avait fait du temps du Jet Gaming Tour d'avant Covid. Et donc ça va être la même chose dans Jean Blou. On va jouer dans pas mal de lieux de Jean Blou. Tout ça. Si vous avez regardé Facebook et si on a bien fait notre taf, vous avez dû voir passer cette magnifique affiche. Cette magnifique affiche qui a été faite par Madame Laurent, que je remercie encore. Je la trouve juste magnifique. Sans transition, est-ce que tu sais qui est Scott Alden? Scott Alden. Oui. Je prends mon temps parce que ça me dit vaguement quelque chose. Monsieur Scott Alden est ou le patron ou le fondateur, ça je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le fondateur et encore le patron actuel de Board Game Geek. C'est peut-être pour ça que ça me dit quelque chose. Voilà. J'aurais pas su le dire. Eh bien, sais-tu pourquoi je te pose cette question? Du tout. Parce que ce monsieur a demandé des renseignements sur l'affiche. Eh ben. Voilà. Voilà. Nous sommes un festival mondial. Sophie serait contente. Voilà. Et donc, monsieur Scott Alden m'a demandé... Là, franchement, quand j'ai eu le Je message... le dire à Sophie, parce que Voilà. elle serait ravie. Donc... c'est pas son métier, Chani. C'est pas son métier du tout. Donc. Oh, bah, écoute, absolument pas. il y a un potentiel. Elle travaille pour une grosse multinationale. Il y a un potentiel. Donc, mais elle est fille d'un comment je veux dire, d'un enseignant renommé qui a écrit des ouvrages sur comment je dis notamment comment bien utiliser tout ce qui est police, typographie, eh bien, calligraphie et autres. Ça se voit parce que je n'ai eu que des compliments là-dessus. Maintenant, il n'y a personne qui est venu me dire en face, putain, c'est de la merde, parce que sinon... En même temps, quand on arrive devant toi, forcément. Voilà, ça doit être ça. Donc, il y aura une bourse aux jeux d'occasion, il y aura des auteurs au niveau belge, on est pas mal, hein, Étienne Esprément, Xavier Georges, Vincent Joassin, tout plein, il y en a encore tout plein. On va jouer partout, à peu près toutes les maisons d'édition seront représentées, c'est gratuit. Et pourquoi j'ai ça dans les mains? Parce qu'on a un partenariat avec la communauté des ludistes francophones. Donc, monsieur Tapi Moquette m'a permis de faire la publicité du festival sur la communauté des ludistes francophones, et en retour, j'ai des badges ici. Donc si vous voulez votre badge de la communauté des ludistes francophones, chopez un des animateurs, il en aura certainement sur lui, ce sera en vente au prix d'1 € symbolique, et vous ferez partie de cette grande communauté Facebook qui est la communauté des ludistes francophones qui approche les 50 000 membres, je pense. Ça, c'est énorme. Voilà, c'est bon. On a passé 1 heure sur la Crimosa, 5 minutes sur les sorties. Et ça valait le coup, mais c'est intéressant. Hein, et c'est intéressant aussi de rappeler le travail des développeurs. C'est pas inutile. Et c'est surtout aussi qu'il faut bien dire que les avis sont subjectifs. Évidemment. Donc on a joué Tycoon India 1981. J'ai détesté les 2 premières heures. Et pour au final en dire que c'était quand même un bon jeu. De toute façon, il faut vous faire vos avis par vous-même. Et puis, ça, il faut quand même aussi dire, c'est un jeu niche. Hein. Oui, c'est un jeu, clairement. Où je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui seront refroidis. Mais ceux qui apprécient ce genre de jeu, je pense que c'est du pain béni, quoi. Donc, les goûts, les couleurs, il y a certains jeux que tu encenses que je n'aime pas du tout, et vice-versa. Et c'est pour ça qu'il y a parlé de zombicide. Hein. Tant de jeux différents. On a déjà parlé de Lacrimosa. Voilà. Il y a tant de jeux différents parce qu'il y a tant de publics différents. Exactement. Donc, essayez de trouver un créateur de contenu qui va plus ou moins dans votre sens, et alors vous pourrez vous dire, ok, je vais peut-être m'intéresser à ce jeu-là parce qu'il a dit que c'était pas mal, et généralement, je suis raccord avec ses goûts. Ça ne doit pas vous influencer de l'acheter en disant que c'est extrêmement bon ce qu'il a dit. Évidemment. Il n'y a personne qui a la vérité absolue là-dessus. Voilà. Et surtout, on peut revenir à ce que tu disais tout à l'heure, dans une première partie notamment, l'ambiance autour de la table influe tellement dans le jugement qu'on peut en avoir. Clairement. Bien souvent on me dit, en prenant une partie, tu ne peux pas te faire un avis. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'on me dit, il faut jouer... Avec le bagage. Oui, c'est ça, on arrive à sortir quelque chose de relativement correct et de voir assez bien les ficelles. Mais par contre, l'ambiance peut vraiment influencer. Très fort. Plus que le fait de... On me dit, il faut rejouer 3, 4, 5 fois pour vraiment bien voir les mécaniques. Je pense que ça,
Je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est peut-être que je me prends pour... je ne sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus parce que je joue jamais mes jeux 4-5 fois. Moi, je suis pas un bon joueur. Hein, je suis pas le plus grand joueur. On en connaît... On en connaît d'autres qui... On a des extraterrestres. Hein. Des extraterrestres, voilà, c'est ça, c'est pas du tout. Par contre, je pense que j'ai cette petite faculté de assez bien pouvoir décortiquer un jeu. Par contre, et ça j'en suis tout à fait conscient, y rejouer, ça peut être intéressant d'y jouer avec un autre groupe pour avoir une autre ambiance autour de la table, parce qu'encore une fois, c'est vrai que ça peut fortement influencer. Oui, j'ai des exemples ici où on avait l'auteur de Shoot It Macara, un jeu espagnol, un jeu d'ambiance qui est arrivé ici. On avait passé une soirée exceptionnelle avec ce jeu et je l'ai fait tester aux Expert Game Awards. C'est tombé à plat, mais directement j'ai senti une chape de plomb qui est arrivée sur la table. Ça arrive. Alors là, j'ai dit comme ça. Et j'ai un peu eu la même chose avec Unusual Suspect, qui pour moi est un jeu, mais j'adore ce jeu parce que ça s'est tiré d'une scène d'un film extrêmement culte de Usual Suspect, où j'avais la première partie que j'avais fait avec des amis, on avait adoré parce qu'on n'arrêtait pas de rentrer dans le truc en disant oh, t'as vu la tête qu'il a, lui il est pas comme ça et tout, et on a fait une deuxième partie et ça tombait à plat aussi. Donc c'est vraiment beaucoup la présence autour de la table, le mood qui va faire que on s'influence, un jeu clairement quoi. Des personnes toxiques. Oui, mais même des personnes qui ont des avis différents et on ne peut pas nécessairement avoir la même réception du jeu, le même ressenti. Mais bien souvent, autour d'une table, il y a rarement quelqu'un qui dit j'ai détesté et un qui dit j'ai adoré. En général, justement, ça s'influence un petit peu et il y a plus ou moins un avis collectif assez proche qui ressort. Ça peut arriver, hein, maintenant si tu sors un jeu qui n'est pas du tout dans mes goûts, forcément ça part mal. Mais quand on reste dans un cadre relativement logique d'un jeu par rapport au goût des personnes autour de la table, bien souvent l'avis est relativement unanime sur le jeu dans un sens comme dans un autre, ou pas d'avis d'ailleurs. Oui. Dernier avis unanime, c'était sur Railway Boom, qui est là. Ouais, c'est vrai que celui-là, il n'y a pas fait. Unanime, il n'y a pas eu photo. C'était top jeu directement pour tout le monde autour de la table. Ouais. Avec le petit bémol du matériel. Dommage. Ah, je suis japonais. Oui, c'est ça. Allez, on a refait le monde ludique. Ça sert à ça aussi. Voilà, c'est ça. Jean-Blou Ludique samedi, venez. Franchement, c'est gratuit, il n'y a pas de raison. C'est pour l'anniversaire de Ludic Corner. Venez faire un coucou, vous verrez. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie. On sera tous là. Allez, on sera tous là. Et comme ça, vous pourrez taper une boîte à la tête de Laurent, de Lacrimosa à la tête de Laurent. Il y en a qui ont essayé. Je vous encourage à venir avec. Achetez-le d'abord ici. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit, on ne le vendra pas. J'accepte toutes les réclamations. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Hein.